Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission politique le mardi soir, Face à la collectivité sur ATV Guyane. Notre invité, notre chroniqueur politique Farouk Amri, le portrait, le zap info, la question web, la question de la personnalité civile. 40 minutes pour en savoir plus avec notre invité ce soir, candidate à la CTG Face à la collectivité, accueille Muriel Icaré Nourel. Muriel Icaré Nourel, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Vernet. Alors, une candidature tardive. Pourquoi avoir pris autant de temps pour désigner une tête de liste? Vous n'arriviez pas à trouver un consensus entre vous? Pas du tout. C'est que l'Union Guyane est constituée de plusieurs partis politiques. Je le rappelle, chacun des partis politiques avait son propre candidat. Donc, il a fallu effectivement pouvoir dresser un consensus autour d'une personne. Nous avons effectivement pris le temps qu'il fallait pour ça. Union de Guyane, ça veut dire quoi exactement? Puisque la grande famille de la droite n'a pas réussi à se réunir. Alors en fin de compte, c'est quoi cette union? Si la grande famille de la droite s'est réunie, certains nous ont quittés, je le précise, mais la famille de la droite s'est réunie depuis février 2015. Pour des raisons personnelles et qui les regardent, ils ont préféré pour certains faire cavalier seul et aller dans une dynamique que l'on connaît déjà, c'est-à-dire suivre les instances nationales de leurs partis respectifs, ce que nous respectons tout à fait, mais nous nous inscrivons véritablement dans une union de la droite guyanaise et dans un parcours de droite locale. Deux droites avec celle de Rémi-Louis Budoc. Vous n'avez pas peur que les voix se divisent dans les urnes? Bien sûr, les voix se diviseront, mais je crois qu'il faut être très clair. Entre un affichage politique de droite et un positionnement sur une liste avec M. Rodolphe Alexandre qui est à gauche, je crois que les gens comprendront très vite que la vraie droite, c'est nous. Ah, le ton est donné donc ce soir. Muriel Icaré Nourel, nous sommes allés à votre rencontre, à Ayodele-Germa précisément, pour en savoir un petit peu plus sur votre personnalité et personnalité politique également. Voici votre portrait signé Ayodele-Germa. Les femmes ont du caractère. Né le 8 avril 1973 en Seine-et-Marne, c'est à une centaine de kilomètres de Paris que Muriel Icaré a passé son enfance. Son père guyanais a épousé la fille du village où il est parti faire son service militaire. Franchement, je n'ai jamais souffert véritablement de racisme par rapport à mon métissage. J'étais pas forcément considérée comme une métisse, mais comme une arabe. Parce que vu mon type, souvent, par exemple, à la cantine, on me donnait souvent les repas halal. Vous voyez, c'était systématique. Une enfance très bucolique, marquée par le sport, la danse, le rugby, le basket et la nature. Le scoutisme l'en a davantage rapproché. Elle y découvre le partage et le dépassement de soi. On déplaçait à la main, je dirais sans aide, sans outils, sans aide technique, des personnes qui partaient de Lourdes et qui allaient sur un lieu de pèlerinage. Donc ça, c'était un petit peu mes vacances, si vous voulez. 1992, Muriel Icaré a 19 ans. Son père prend sa retraite et décide de rentrer au pays. Elle a alors le choix entre rester en Hexagone pour poursuivre ses études ou bien rentrer en Guyane avec ses parents. J'ai vraiment voulu en fait mieux connaître le pays de mon père, mieux connaître mes origines. À l'université, place des Palmistes, elle est inscrite en lettres modernes et en administration économique et sociale. Elle a connu en 1996 la lutte des étudiants pour obtenir un rectorat pour la Guyane, une lutte à laquelle elle a participé. Et c'est peut-être aussi de là que me vient ce petit côté où je me dis que pour avoir quelque chose, quelquefois, il faut passer à une méthode un petit peu plus forte et fédérer autour de soi. Le retour en Guyane, c'est aussi la reconnexion à sa nature verdoyante et omniprésente. Pour celle qui a été élue municipale à la commune de Remire-Montjoly, ce coin du littoral est comme une antichambre du paradis. Un paradis fait de sable fin, de forêts et de rochers aiguisés par la houle.
Quand vous habitez en métropole, dans la campagne, et que vous venez sur les plages de Guyane qui font des kilomètres, c'était le sentiment de liberté, d'ouverture, l'abandon total. En 1996, Muriel Icaré interrompt ses études après 3 ans. Elle travaille alors comme responsable d'une agence d'intérim pour des sociétés minières pendant 6 ans, un emploi de chasseur de tête qui lui permettra de comprendre les particularités socio-ethniques guyanaises. Le chasseur-cueilleur-pêcheur que sont les Amérindiens, ils travaillent pour manger, pour faire vivre leur famille et pour être bien. Et quand ils ont cela, ils s'arrêtent, ils profitent de cet argent et redémarrent sur une nouvelle expérience quand ils n'ont plus les moyens de faire vivre leur famille. La droite est à Muriel Icaré ce qu'est sa plage natale à une tortue lutte. Elle y est venue par la force de l'hérédité, issue d'une famille gaulliste, une droite modérée et familiale. Ma tante Sarah m'a invitée à une réunion. Je lui ai dit ok tata, il n'y a pas de souci. Donc je me suis rendue à cette réunion qui était rue Barra et en fait cette réunion était au siège du RPR. Et à la fin de la réunion, elle est venue vers moi, elle m'a dit ah, j'ai oublié de te dire, tiens, elle m'a tendu une carte, elle m'a dit tiens, je t'ai pris ta carte au RPR. Voilà. En 1998, Muriel Icaré a 25 ans. Elle est la 2e sur la liste du RPR de Léon Bertrand, son mentor en politique. Elle sera élue conseillère régionale plusieurs mandats de suite. Ça n'avait pas été facile au début, ça n'a pas été facile parce que j'ai été un petit peu considérée comme une vitrine. On a mis une jeune, vous voyez, pour dire qu'on a mis une jeune parce que mettre 5 ou 6 hommes, ça passait pas forcément bien. En tant qu'élue de région, l'une de ses réalisations phares était le Festival des arts urbains Mouvlari, rassemblant 8 associations de street art. Les vestiges de ce festival s'affichent encore sur les murs du stade scolaire avenue d'Estrée et de la déchetterie. Une première en Guyane, le fruit de l'idéologie de cette femme politique. On doit être pionnier dans un certain nombre de points pour dire voilà, la Guyane est ce qu'elle est, la Guyane c'est l'Amazonie, la Guyane a des ressources mais elle n'a pas encore de richesse. Et comment on va faire de ces ressources de véritables richesses sans entacher les ressources que nous avons. Voilà le portrait signé Ayodele Germa. Comment on s'impose quand on a 25 ans en politique? On s'impose par sa force de caractère, par ses convictions et on s'impose surtout dans le respect. Ce que je dis toujours, on se tient véritablement à la mission pour laquelle on est là. C'est-à-dire que moi je me suis toujours évertuée à ne pas copiner. C'est-à-dire à rester véritablement une jeune femme en politique dans un milieu d'hommes, mais à créer des limites. C'est extrêmement important. Souvent, la femme en politique, au moins quand j'ai débuté en politique, était considérée comme la vitrine. On nous met dans un petit groupe pour harmoniser, ce que je dirais. Moi, je me suis vraiment toujours positionnée en femme libre. D'ailleurs, ça m'a valu, aux côtés de Léon, certaines frictions que j'ai assumées. Mais je crois que l'homme en politique est à même de comprendre très vite qui vous êtes, quelle place vous tenez et comment vous respectez par rapport aux autres. On avale des couleuvres en politique, vous en avez avalé beaucoup. Il y en a une qui vous reste encore à travers la gorge ou pas? Oui, bien sûr, il y en a une. Un exemple pour les téléspectateurs. Ma première grosse couleuvre à avaler lors de ma première élection, c'est après avoir fait campagne pendant 4 mois aux côtés donc, du RPR de l'époque, avec comme chef de file Léon Bertrand. Et une fois élu, Léon donc m'a dit « Muriel, on va rentrer dans une dynamique un petit peu particulière. Nous allons devoir faire alliance, ou avec M. Otili, ou avec M. Karam. Tu vas donc devoir voter pour l'un des deux. » Alors quand on est jeune en politique, qu'on a 25 ans, qu'on est idéaliste... On a la fougue. Et que surtout on a fait 4 mois de campagne sur le terrain où on a réussi à convaincre un certain nombre de personnes, de jeunes, et qu'on est aussi issu d'une famille de droite et qu'il l'a toujours été, on a véritablement l'impression de vendre son âme et d'avoir menti pendant 4 mois à la population en leur disant votez pour le changement et une fois élu, on vote pour Antoine Karam. Voilà, c'est une anecdote, mais quand j'avais 25 ans, ce n'était pas une anecdote. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté, je me suis abstenue.
ce qui m'a valu quelques foudres, mais je l'ai toujours assumé. Et je crois que de là aussi vient un certain respect politique. Je ne suis pas une suiveuse. Je sais faire la part des choses et j'assume mes choix, mais je trouvais vraiment incohérent et inopportun de démarrer en politique avec déjà une fausse note. Donc je m'y suis tenue. Donc vous avez montré là déjà votre force de caractère. Quel est votre programme, Muriel Icaré-Nourel? Tout le monde y va de sa phrase fétiche. Ici, on vote pour des hommes, on ne vote pas pour les programmes. J'ai 2 questions là-dessus. Vous croyez vraiment qu'on ne vote pas pour des hommes ou des femmes, bien sûr? Vous pensez vraiment que les gens lisent les programmes et ils se disent « Ah tiens, ce programme-là, il me plaît, je vais voter pour cette personne ». Vous vous plaignez souvent, vous les candidats, de dire « On vote pour les hommes ». Ok, d'accord. Il est où votre programme? Alors, je pense, pour répondre à votre question, que nous sommes dans un pays de proximité et qu'indéniablement, on vote pour les hommes et pour les femmes de ce pays. C'est pour ça que vous n'avez pas encore fait de programme? Non, j'ai un programme. On ne l'a pas vu. Pour non. voter pour vous, il faut qu'on sache où on va. J'ai un programme. La campagne officielle n'étant toujours pas ouverte. Toujours pas? Mais le démarre quand pour vous? Le 23. Ah d'accord. Le 23. Bon, la très campagne bien. officielle démarre le 23. Bien sûr, on a des idées que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Oui. Mais je crois que véritablement, les hommes et les femmes de Guyane ont besoin de cette proximité et ont besoin de plus en plus de se retrouver dans la réalité des candidats. L'époque des politiques carriéristes, je crois, touche à sa fin et j'en suis bien heureuse. Quand je constate certaines listes actuelles et que je compte les 5 premiers de chaque section et que je vois que ce sont ou des personnes repêchées qui ont eu des élections malheureuses ces dernières années ou bien du déjà vu du Conseil général et du Conseil régional, je me dis mais finalement, peut-être qu'il était plus opportun de faire fusionner directement les 2 collectivités au lieu de réorganiser une élection. Je pense véritablement qu'il faut que les jeunes s'engagent, que les personnalités civiles aussi prennent leur place, puisque je crois que la Guyane a besoin de tout le monde, et surtout pas des personnes qui ont déjà été au REN uniquement. Muriel Icaré-Nourel, on va commenter l'actualité. Voici, sans plus tarder, le Zap Info préparé par la rédaction d'ATV Guyane. Et on va le commenter ensemble. Le Zap Info, tout de suite. Le combat pour la tête de la future collectivité territoriale de Guyane est entamé. Ce matin, la préfecture de Cayenne accueillait les dernières inscriptions des listes électorales. Fabien Canavi pour le MDES, Alain Tienlong, Lynn Létard pour Walloirie, suivi de Sylvio Létard, représentant de la DIG, Muriel Icaré et Jean-Marie Taubira. 14 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention. Serge Smock conserve son poste de premier adjoint au maire. D'appartenir à un groupe d'hommes et de femmes courageux, qui ont une conscience politique, qui ont une conscience personnelle. Et voilà, je suis satisfait, ravi de voir que j'ai des gens autour de moi. Il fallait que je passe par là parce que la loi m'oblige, à partir de l'instant où j'ai enlevé les délégations à un adjoint, de présenter devant le conseil municipal son métier ou pas sur la fonction d'adjoint. Donc c'est simplement ce que j'ai fait. Et ce qui est important, c'est que je vais m'organiser à l'avenir pour que la relation de confiance que je pouvais avoir en lui soit gérée différemment, qu'il n'ait pas à signer et à faire d'actes en mon nom, parce qu'on est arrivé à une véritable rupture de confiance. Aujourd'hui, il nous reçoit chez lui dans un HLM de la Rénovation. Alain Tienlong vit ici, au dernier étage, dans un T2. Pour lui, être président du Conseil général ne l'oblige pas à changer de mode de vie. Avant d'être conseiller général, je suis un enseignant qui a toujours habité la rénovation urbaine et le village chinois. Dans les logements sociaux, donc ça prouve qu'il pourra faire quelque chose pour la jeunesse et pour contribuer aussi au développement du pays. Un logement social va à celui qui n'a pas les moyens. Je suis désolé. Ce monsieur n'a pas à être dans un logement social. Comme qu'une personne comme moi, handicapée avec un minimum à vivre, je devrais être dans une maison sociale, pas ce monsieur. Toutes les personnes qui étaient représentées ont travaillé sur la stratégie de développement de la Guyane. Eh bien, un territoire, parce que dans la Guyane, il y a plusieurs territoires. Une gouvernance, parce que la collectivité, c'est au-delà de la fusion du département et de la région. Et un destin, parce que nous sommes une société plurielle qui devront bâtir une communauté pour la Guyane. Chantal Berthelot et ses colistiers ont choisi Saint-Laurent-du-Maroni et un de ses quartiers populaires pour lancer leur campagne électorale. Je crois au rééquilibrage de la Guyane, pour préserver, augmenter ce qui se passe à l'est, aux savanes et ailleurs, mais
faire que les gens de l'Ouest puissent aussi avoir accès à tous les services publics qu'on n'a pas actuellement. Donc, une vision de la Guyane, un rééquilibrage aussi. Voilà pour le Zap Info que nous allons commenter ensemble, notamment sur les dépôts de listes. Il y a dans votre liste des noms de grandes familles guyanaises connues. Ça sert pour gagner des voix. Sur quels critères vous sélectionnez ces gens? Vous en parliez tout à l'heure. C'est le cousin, c'est la famille, il pense à droite. Sur quels critères vous les sélectionnez, vous? Alors, déjà, il est très clair que même si je suis tête de liste, c'est une équipe qui constitue l'Union Guyane. Donc, ce n'est pas seulement moi qui a constitué cette liste. C'est un véritable travail d'équipe et un véritable travail de réseau. Comment s'est constituée cette liste? Très simplement, avec les partis politiques qui travaillent à mes côtés et évidemment les personnalités de droite qui ont souhaité que je sois tête de liste. Donc on peut parler de Claude Ouachuk, on peut parler de Maud Relier, mais on peut aussi parler de Christian Epailly, qui évidemment m'accompagne sur cette liste. Nous avons échangé, nous avons fait confiance. Ce n'est pas une liste d'ouverture, ce n'est pas l'union, ça, c'est que des gens de droite. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes dans la même philosophie, vous êtes cohérents, c'est ce que vous voulez dire? Nous sommes dans une dynamique de gens de droite, de gens de centre-droite et de gens sans étiquette qui se retrouvent dans nos valeurs, tout simplement. On n'est pas dans une dynamique de fermer la porte, pas du tout. Ça ne me correspond pas et ça ne correspond pas du tout aux personnes qui sont dans l'Union. Néanmoins, nous défendons des valeurs de droite et de centre-droit et nous les assumons. Très bien. Le conflit à Matoury, rupture de confiance, Smock, Serville, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire quoi? Les alliances contre nature qui ne fonctionnent pas. Et c'est véritablement dans cet esprit que je m'inscris. Quand on entend dans les débats que la droite et la gauche c'est la même chose, qu'on n'a pas le droit de maintenant s'inscrire et de parler de politique de droite et de gauche, on se rend compte que quand on fait des alliances à tout prix, avec seul objectif de détrôner quelqu'un, on se retrouve dans une situation qui est maintenant délicate, puisque je pense que la notion de famille politique aide à la gestion d'une collectivité territoriale. Quand on avance en politique avec des personnes avec lesquelles on n'a pas partagé forcément une culture commune, évidemment certains aspects personnels prennent le dessus et on assiste malheureusement à ce qu'on voit aujourd'hui. Je trouve ça très dommageable. Le président du Conseil général, Alain Tianlong, dans un logement social, bon, ben, c'est l'humilité, c'est un enfant de la crique. Vous acceptez ça? Ça le regarde, c'est lui et sa conscience. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur le logement de M. Tianlong. Je crois tout simplement qu'il s'est inscrit dans cette dynamique socialisante et qu'il a un petit peu du mal à s'en sortir. Néanmoins, il appartient tout simplement à la population de juger de son choix. Très bien, on a vu d'autres candidats dans ce Zap Info. Est-ce que cela vous embête d'entendre déjà le combat du deuxième tour, Alexandre Tianlong? Comment vous le vivez, ça, vous, candidate à la CTG, vous qui voulez briguer le poste suprême? Vous l'entendez, ça? Comment vous le vivez? Je le vis très bien, puisque ce n'est pas une nouveauté. On sait très bien qu'il y a toujours une prime, ce qu'on appelle la prime au sortant en politique. Donc, bien évidemment, ce duo des deux présidents de collectivités actuels est légitime. Néanmoins, et je le répète, si une nouvelle élection a été mise en place, c'est aussi pour laisser la place à des personnes comme moi, pour se positionner sur cette collectivité. Mais je le vis absolument bien. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les listes comme nous puissions être sur le terrain pour convaincre les personnes qu'il faut véritablement diluer ces listes déjà constituées et ces personnes qui sont sûres de briguer et d'être les premiers à la tête de la CTG. Si on vote pour vous, si demain vous remportez cette élection, à quoi doivent s'attendre les Guyanais? À plus de social, plus de justice, mettre l'accent plutôt sur l'éducation, le sport. Quelle est votre marque de fabrique? Comprenez, il y a des gens, on sait que si on vote pour eux, on sait où on va. Et vous, on va où? Alors moi, je suis vraiment dans une dynamique d'équité sociale. Je suis pour le facteur travail. Je veux redonner vraiment au travail toutes ses lettres de noblesse. Je suis pour aussi conforter les chefs d'entreprise locaux dans leur positionnement et préserver les emplois qu'ils ont déjà créés en les accompagnant. Mais je suis pour aussi rendre attractive cette Guyane à d'autres entreprises pour permettre l'emploi. Mon fer de lance, c'est l'emploi avant tout et j'ai bon nombre d'idées là-dessus, déjà dans un premier temps. Les idées, c'est une chose. Comment mettre tout ça en place, où trouver cet argent, c'est dans votre programme que vous ne nous avez pas encore montré. Hein. Absolument. Trouver cet argent, oui. De toute façon, on a un budget qui est ce qu'il est. Hein. La fusion des deux collectivités, malheureusement, n'a pas permis de voir ce financement évoluer. Et comme je le dis souvent, nous devrons faire mieux
avec moins, donc être dans le qualitatif. Mais nous avons, nous, des idées et nous souhaitons véritablement, je parle par exemple du CNES, demander au CNES de jouer un véritable rôle dans l'économie de la Guyane. Très bien. Il ne faut pas oublier que le CNES est un État dans l'État et que depuis des années, il aurait fallu, je pense, avoir un discours un petit peu plus ferme sur un certain nombre de revenus. J'imagine qu'on va développer tout cela dans quelques instants avec l'arrivée de Farouk Amri. Muriel Ikare-Nurel, maintenant vous serez face aux électeurs et surtout face à celui qui a fouillé dans les dossiers. La rubrique Face aux électeurs avec Farouk Amri. Il arrive. Farouk Amri, bonsoir. Bonsoir Gilles Vernet. Je vous laisse avec Muriel Ikare, mais vous avez une carte. Oui, j'ai retrouvé ma carte d'électeur. Ouf, Dieu merci. Alors, amis téléspectateurs, ceci, comme d'habitude, n'est pas un droit ou un devoir, mais un pouvoir. Alors, servez-vous-en. Farouk, on démarre avec la question web. Tout à fait, Gilles. Madame Ikare, question web qui nous vient de Didier, de Guyane. Quels seront les organes de la CTG? Les organes de la CTG. Les organes de la CTG. Alors, les organes, vous parlez au niveau du personnel, au niveau... Alors, il y a la composante CTG. Quels sont ces organes? Quelles sont ces instances? Les instances de la CTG. Tout simplement, moi, je parlerai donc de la gouvernance, dans un premier temps. La gouvernance, d'ailleurs, que je déplore un petit peu. Je ne vous demande pas une définition de la gouvernance, pardon. La question de Didier, comme elle a été posée, on l'a sélectionnée, donc je me suis intéressé. Donc, il y a l'Assemblée de Guyane. Il y a quel autre type d'instance? Excusez-moi, mais je ne comprends absolument pas votre question. L'Assemblée de Guyane, il y aura le président de l'Assemblée, ça c'est les organes. Tout à fait. Voilà. Ensuite, la commission permanente. Oui. Est-ce que vous savez combien de membres seront dans la commission permanente? Oui, une vingtaine. Non, 15 une maximum. Vingtaine de membres maximum. 15 maximum. Il y a d'autres encore, parce qu'en plus, vous êtes cadre dans la mission locale régionale de Guyane. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instance intéressante? Le Conseil économique, social, environnemental. Ah, vous parlez des entités, voilà, le Conseil économique et social, le Conseil de la culture, voilà, et toutes les agences qui dépendent. Excusez-moi, je ne comprenais pas votre question sur le fond. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Est-ce qu'on a une valeur pédagogique au niveau de nos téléspectateurs? Les agences, l'Observatoire régional de la santé, l'Office culturel de la région Guyane. Comme conseil, le Conseil territorial de l'habitat. Conseil économique et social, Conseil environnemental, de la culture et de l'éducation. Tout à fait. Au niveau de nos populations un petit peu autochtones. Le conseil qui réunit tous les chefs coutumiers traditionnels. Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinangées. Qui est lié jusqu'à maintenant au conseil général. Et puis il y a surtout cette instance qui est très importante, le congrès des élus. Ah, bien sûr. En fait, il y a 8 instances autour de l'organe, donc ça c'est pour répondre à Didier, et c'est important que tout le monde le sache. 8 instances d'ailleurs, je déplore un petit peu qu'ait été choisie une gouvernance monocéphale. Je pense qu'il aurait été évidemment beaucoup plus opportun, je dirais, dans la mise en place de cette collectivité, d'être dans une dynamique bicéphale. Si vous êtes élu, vous allez pouvoir changer ce dispositif réglementaire. En tout cas, le proposer, véritablement, puisque je pense que dans une dynamique justement de fusion politique un petit peu compliquée, il aurait été plus judicieux d'avoir cette phase de contrôle intermédiaire sur la bicéphalité de cette collectivité. Très bien. Alors, vous étiez, ce sont les médias qui le disent, en sommeil depuis 2010. C'est cela. Pas trop dur le réveil? Pas du tout. J'étais pas en sommeil, j'étais en observation. Les médias disent que j'étais en sommeil, mais j'étais en observation. Gilles l'a évoqué tout à l'heure, une candidature très 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 tardive. Ne s'agit-il pas là d'une candidature opportuniste? Vous défendez des valeurs, on ne vous a pas entendu, alors la Guyane a été traversée de conflits sociaux, d'enjeux majeurs. Vous avez disparu pratiquement pendant 5 ans, et là, à la veille de la CTG, boum, vous ressurgissez. Alors, ça fait un côté un peu opportuniste quand même. Disparu, non. Je m'inscris véritablement dans l'observation. Depuis 5 ans, il nous a été imposé par les partis nationaux d'être véritablement, je dirais, comme on dit en Guyane, en fleur coco avec le président de région actuel.
Je suis une grande observatrice, je ne juge pas au premier tour. Mais vous avez dit à un moment donné que vous ne vouliez pas vous soumettre aux instances nationales. On nous a imposé en 2010 M. Rodolphe Alexandre comme président du conseil régional, un homme de gauche qui menait une liste de droite puisque portée par le président Sarkozy. Je me suis inscrite dans l'observation, en tout cas j'ai pris des distances définitives avec mon parti d'origine, mais je me suis inscrite dans l'observation, je me suis dit que vont être les positions référencées des personnes de droite présentes sur cette liste ? Vont-ils redonner une dynamique de droite aux partis politiques ou bien vont-ils rester dans un confort politique aux côtés de M. Rodolphe Alexandre ? Donc j'ai été observatrice, peut-être absente pour certains, mais je crois qu'il était aussi intéressant de voir comment les personnes se positionnaient. Est-ce qu'ils étaient dans une dynamique de rassemblement de la droite et de se servir de ce strapontin, je dirais, politique pour véritablement relancer une politique de droite en Guyane. Malheureusement, le constat a été mis en place. Aucune possibilité de redynamiser, aucune possibilité, je dirais, tout simplement de rassembler la droite guyanaise et les personnes qui la constituent autour d'un seul homme. Une petite question juste avant la question de la personnalité civile. On pourra y revenir parce que c'est important ce qu'elle dit et j'imagine, Farouk, que vous voulez revenir sur les propos de Muriel Icaré-Nourel. Juste avant, on passe à la question de la personnalité civile et Alain Chrétien vous pose la question, c'est le président de la CLCV. Ensuite, on revient sur vos propos. Chrétien Oakui Alain de la CLCV Guyane. Quel est le rôle et les compétences en matière de politique du logement qu'aura la CTG? Question courte mais efficace. Alors, ma liste s'inscrit véritablement, alors déjà dans une dynamique nouvelle, c'est que l'Union Guyane souhaite que la CTG soit véritablement à l'origine d'une nouvelle société d'économie mixte. Nous pensons que la CTG doit être le fer de lance et le moteur d'une nouvelle dynamique en matière de logement. Nous pensons également que cette dynamique en matière de logement doit être délocalisée, décentralisée des zones urbaines. Toutes les communes de Guyane ont droit, et véritablement droit, à avoir l'opportunité de disposer de logements sociaux. Et il y a un problème avec le foncier. Oui, avec le foncier, avec les communes. Oui, comment vous faites pour... Qui certaines accueillent très très mal cette dynamique. Je pense tout simplement qu'il faut un rapprochement de cette CTG avec les maires. Depuis trop longtemps, on est dans une dynamique de compétition avec les collectivités mineures, alors que là, il faut véritablement rentrer dans une dynamique de négociation qu'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant. On a l'impression, ensuite on va revenir, Farouk va revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'était important. On a l'impression qu'à l'époque du Conseil général et du Conseil régional, on ne pouvait rien faire, et puis d'un seul coup, cette belle fusion va nous permettre de tout faire. Alors qu'on reste toujours régi sur l'article 73. Absolument. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'on peut faire ce changement-là? Comme je le disais, quand les deux collectivités existaient, on était toujours dans une dynamique de hiérarchie ou dans une dynamique de compétition. Là, les choses, bien heureusement, vont être facilitées. On va parler, je l'espère, d'une même voix. Et les négociations seront beaucoup plus simples et je pense aussi beaucoup plus saines. Puisque bien souvent, vous le savez, quand une collectivité refusait d'attaquer un secteur, l'autre passait derrière pour charmer, entre guillemets, un certain nombre de responsables. Donc là, je pense que vous voulez impulser quelque chose au niveau du logement et puis en matière économique. C'est l'union de la Guyane. L'Union Guyane. L'Union Guyane, pardon. Le nom de notre parti, qui est constitué d'ailleurs. Vous connaissez le budget de la future CTG? Oui, bien sûr. Combien à peu près? On est à 700 millions d'euros. 620 millions. C'est presque 700 millions. 620 millions. Tout à fait. 80 millions de différence. Le budget de fonctionnement? Avec le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, environ 75% de ce budget. 420 000. Ouais. Donc vous allez avoir 150 millions d'euros d'investissement. Les défis sont énormes. Comment vous allez pouvoir, pour répondre à la question d'Alain Chrétien, spécifiquement redynamiser la construction de logements? Vous savez, on se pose dans une position où il faudra passer par des priorités. Il est bien évident que nous ne pourrons pas tout faire, surtout, je le disais tout à l'heure, que nous inscrivons dans la qualité.
L'État, évidemment, nous a donné cette nouvelle compétence, mais sans malheureusement augmenter le budget. Donc j'ai bien conscience que nous ne sommes pas des magiciens, que nous n'avons pas de baguette magique. Néanmoins, il faudra passer par des priorités. L'emploi dans un premier temps, bien évidemment, comme le disait la personne, l'habitat, oui, mais l'habitat, seule la CTG ne peut pas s'y atteler. On doit véritablement travailler de concert avec les collectivités. L'emploi, ça veut dire quoi? Vous allez recruter? Qu'est-ce que vous pensez du nombre d'agents? Vous allez les licencier? Pas du tout. Non. Je crois qu'il appartient à personne. Il appartient à personne de licencier les 2400 personnes officielles, et je dirais les 2900. La droite présente la particularité de ne pas être pro-fonctionnaire. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas licencier un fonctionnaire. On ne s'inscrit absolument pas dans cette dynamique. Vous ne recrutez plus personne en tout cas? Pour le moment, je crois que ce ne sera pas une priorité en tout cas. Il ne faut pas se leurrer. L'embauche administrative actuelle, ce serait leurrer la population. Comment vous allez créer de l'emploi? Par le biais du service privé. Nous nous inscrivons complètement. Alors déjà, dans un premier temps, moi, je m'attache beaucoup à conserver l'existant. Je pense que les chefs d'entreprise guyanais ont véritablement besoin d'être rassurés sur l'emploi local. C'est ce que tous les candidats disent. Hein. Donc c'est quoi votre spécificité à ce niveau-là? Et dans un deuxième temps, comme je le disais tout à l'heure, bien évidemment aussi rendre cette Guyane attractive. Qui vient en Guyane et n'est pas charmé par ce pays? Pourtant, d'un point de vue économique, nous restons véritablement sur des bases qui sont encore, je dirais, incertaines. Juste une question, franchement, j'ai pris 2 efferalgans, je ne suis pas sûr encore de l'avoir compris. Vous avez déclaré vouloir, je cite, présider une droite décomplexée qui se positionnera de manière modérée sur certains sujets compte tenu de vos partenaires politiques. Expliquez-nous. Modérée. Cette droite décomplexée, mais qui sera dans sa pratique modérée compte tenu de vos partenaires politiques. Décomplexée, puisque vous savez que c'est extrêmement difficile pour un jeune en Guyane de dire qu'il est de droite. Et nous assumons absolument notre position et notre vision libérale pour la Guyane. Vous auriez dû être content que M. Alexandre apporte son soutien à M. Sarkozy, puisqu'il est de droite, M. Sarkozy. M. Sarkozy représente une droite, mais pas toutes les droites. Autant pour moi. On est bien d'accord. Revenons-en à ma question. Et dans un deuxième temps, vous me parlez de modération. Oui, on peut être tout à fait à droite et modéré. J'en reviens à ce que vous venez de citer. M. Sarkozy est un homme de droite, mais il ne représente absolument pas la droite en général en France. Alors vos partenaires politiques qui freineraient cette droite décomplexée, quels sont-ils? Je n'ai pas de partenaire politique. C'est vous qui avez dit, hein, modéré sur certains sujets. Compte tenu de vos partenaires politiques. C'est votre phrase. Je suis pour une droite décomplexée, je suis pour assumer les valeurs de droite. Je crois que la gauche n'a pas le monopole de la vérité et à aucun niveau, et elle nous l'a prouvé depuis bientôt 40 ans en Guyane. Maintenant, oui, je suis dans la modération, puisque je crois qu'il y a une fausse idée des valeurs de droite qui ont été véhiculées. Et nous l'assumons complètement. Muriel Carré, vous dites que c'est difficile de dire qu'on est à droite en Guyane? Pas tant que ça. Pour des jeunes, oui. Ah bon? Oui, on est souvent assimilés à des personnes nantis, bourgeoises, alors que c'est absolument faux. Il n'y en a pas sur votre liste? Des nantis, des bourgeois, comme sur toutes les listes. Très bien. Vous dites vouloir relancer l'activité économique. Vous en parliez tout à l'heure, effectivement, avec Farouk, notamment sur l'éducation et l'activité économique du pays. Quelle phrase extraordinaire. On a l'impression que c'est un joli slogan. Tous les candidats, depuis la nuit des temps, nous disent il faut relancer l'activité économique. Comment on fait pour relancer l'activité économique dans un pays qui a, mon Dieu, du mal à avoir des leviers économiques, justement? Alors, un grand chantier. Il faut se l'avouer. Le grand chantier, c'est déjà un rapprochement de la collectivité avec ses chefs d'entreprise. Moi, je suis véritablement dans une dynamique de créer une cellule opérationnelle de développement économique en lien avec les chefs d'entreprise de Guyane. Je crois que les instances représentatives des chefs d'entreprise, que sont le MEDEF, la CGFME, sont farcies d'idées très intéressantes et que malheureusement on ne les écoute pas suffisamment. Et je propose déjà dans un premier temps une commission mixte qui mettrait en commun donc, les services de cette CTG aux côtés des chefs d'entreprise pour écouter déjà quelles sont leurs propositions. Donc la solution, c'est l'écoute.
Dans un premier temps. Ah, d'accord. Dans un premier temps, c'est forcément l'écoute. Puisque. Et vous n'avez pas travaillé là maintenant déjà, tisser des partenariats pourquoi attendre l'élection pour envisager cette commission? Bien sûr que nous avons travaillé, mais cette commission, elle doit être portée par une collectivité majeure. Elle doit avoir des moyens de fonctionner. Elle doit avoir aussi des possibilités d'intégrer des personnalités civiles pour affiner les décisions. Mais je pense véritablement qu'il est important d'associer les acteurs du pays, et pas seulement d'ailleurs au niveau économique. Tout à l'heure, je vous ai entendu répondre à une question de Gilles Vernet, où vous disiez finalement mon programme, on attendra le 23, date officielle du début de la campagne, et puis c'est quand même une élection de proximité, ce sont vos propos. Hein. Oui. Il n'y a pas un côté insultant à l'égard des électeurs? Pour quelle raison? Eh ben, je me dis que faire preuve de pédagogie pour un parti politique ou pour un candidat, c'est justement de distiller son programme de telle façon à ce que les électeurs ne soient plus justement dans ce registre d'élection de proximité pour l'homme ou la femme, mais plutôt pour un programme. Vous n'avez pas cette ambition de faire preuve de pédagogie politique à l'égard des électeurs? L'un n'empêche pas l'autre. Nous sommes dans une dynamique de proximité pour diffuser ce programme. Nous avons d'ailleurs un programme qui a été réalisé par section. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons des grandes lignes de notre programme pour l'ensemble du territoire, mais nous pensons que s'il y a eu véritablement un découpage en 8 sections, c'est que les 8 sections s'inscrivent dans une dynamique différente. Et il appartient aux personnes que nous avons sur ces 8 sections d'aller au contact direct de la population et de faire ces propositions. Il risque d'y avoir beaucoup d'incohérences si vous avez priorisé le budget. Si les 8 sections ont des demandes différentes, ça va être difficile de créer de la cohésion, de l'homogénéisation en matière d'investissement. Mais ça, ce n'est pas ma question. Il y avait une autre question qui revient beaucoup. Vous avez déclaré à plusieurs reprises que Léon Bertrand était votre parrain. Oui. Il l'est toujours? Non. Parce qu'à un moment, il vous a déshérité, en quelque sorte. Absolument, il a fait un choix. Et ça vous a peiné? Pas du tout, puisque je le connais suffisamment pour savoir qu'il allait faire ce choix. Alors juste une dernière question, parce que lors de différentes manifestations autour de cette union des droites historiques, début juillet la charte, début septembre l'officialisation de cette union, avant qu'elle vole en éclats du fait de la candidature de M. Rémy-Louis Butoc, vous arrivez et vous dites « j'ai été plébiscité ». Oui. Alors j'ai regardé la définition du mot plébiscite, et je me rends compte qu'un plébiscite c'est une fois élu, on pose une question, oui ou non. Vous avez été plébiscité par qui? J'ai été plébiscité par l'ensemble des partis politiques qui ont constitué l'Union, je dirais sauf un, puisqu'ils m'ont, de manière très solennelle, demandé de me positionner à la tête de cette Union pour défendre nos valeurs. Ils m'ont dit que j'étais la personne de la situation, parce que j'avais eu le courage en février 2015 de tous les rassembler et de leur permettre de travailler jusqu'à cette fameuse date de fin août où certains ont fait des choix. Vous le rappeliez. Voilà. Muriel Carré, je vous ai reçu sur un autre média. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention parce que je crois que vous êtes la seule candidate à avoir dit du bien d'un autre candidat. C'est tellement rare en politique. Vous avez dit Alain Tienlong est plus audacieux que Rodolphe Alexandre. 2 questions. Est-ce que vous le pensez toujours? Et ma deuxième question après. D'abord cette question. J'ai dit très précisément qu'il nous fallait avoir effectivement quelqu'un qui avait de l'audace et qui aurait du courage pour aborder un certain nombre de dossiers. Je pense, à travers certaines positions très fortes d'Alain Tienlong, qu'il a véritablement le discours qu'il faut dans certaines situations pour aborder certaines problématiques avec l'État. Il ne faut pas oublier que la CTG va être face à l'État. L'État va avoir un certain nombre de responsabilités amenuisées par cette CTG, donc il faudra effectivement avoir un homme, une femme, des élus qui seront à même de ne pas avoir peur, c'est rare, ne pas se protéger. Vous êtes d'accord, Farouk? C'est rare d'entendre de tels discours. Y aurait-il pas déjà un calcul de deuxième tour, là, Muriel Carré? Aucun, Monsieur Vernet. Aucun calcul, puisque les choses sont très claires. Nous sommes un parti neuf. L'Union Guyane vient d'être constituée. Nous ne sommes pas du tout dans une dynamique de diluer nos idées, de diluer notre manière de voir les choses. Je crois que ce serait très dangereux pour nous, à la première élection, de déjà rentrer dans cette dynamique. Dernière question, Farouk. Ah, dommage, parce que je voulais vous interroger sur la politique énergétique, parce que pas d'emploi sans énergie. Mais moi, j'ai écouté aussi votre interview sur cet autre média, et vous avez dit... Oui. Alors là, on a entendu les propos que vous tenez sur un des candidats, de vos adversaires. Puis vous avez déclaré ne pas vouloir gagner à tout prix. Vous
vous cherchez quoi? Un poste de conseiller territorial, une indemnité quelconque? Je ne suis pas dans une dynamique de gagner à tout prix au vu de l'inscription de certains candidats dans certaines stratégies. Je ne veux pas votre âme. Exactement. Je ne veux pas gagner à tout prix en m'alliant avec toutes les valeurs possibles et inimaginables, sous prétexte que la fusion de soi-disant tous les meilleurs me permettront de gagner. Allez, non, 10 secondes, je ne m'inscris absolument pas La centrale nucléaire. Réponse courte. Hein. Oui, non. Évoquée par Fabien Covis. La centrale nucléaire évoquée par Fabien Covis, pas sur ces 6 ans. Ça, c'est clair. Ouais. Mais je crois que nous n'avons pas le droit d'abandonner des possibilités concernant l'énergie. Nous devons prendre nos responsabilités et faire des études. Très bien. Voilà. Fabien Covis n'est pas sur sa liste. Hein. Dommage, on ne pourra pas développer cette partie-là. C'est la mesure concrète. Exactement. Pour conclure, Muriel Icaré-Nourel, si je vous dis Boris Changsit, Hélène Sirder, oui. Nous sommes avec Rodolphe, mais notre cœur restera toujours à droite. Vous voulez que je commente? Bien sûr. Mais ils ont toujours été avec Rodolphe depuis le début. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont jamais eu de positionnement à droite de manière individuelle. Donc rien n'est étonnant. Je crois qu'il faut dire les choses. Je suis en politique, comme je l'ai rappelé, depuis 17 ans. Les 2 personnes que vous avez citées ont fait partie de la droite à un certain moment, mais n'ont jamais eu de positionnement clair, n'ont jamais été au charbon seul, n'ont jamais mené même une droite de liste, je dirais, derrière eux. Ils ont eu un positionnement qui a été tout de suite très confortable sur une élection locale à la mairie de Cayenne en 2008, où ils ont été immédiatement propulsés à des places éligibles, et depuis, ils restent dans ce confort. Ils sont de droite, sur une liste avec une tête de liste de gauche, soutenue par le Parti socialiste national. Où est la cohérence de ces personnes? Très bien, merci beaucoup Muriel Icaré-Nourel. Merci d'avoir été notre invitée ce soir dans Face à la collectivité. Merci Farouk. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre candidat. Vous pourrez voir ce débat sur le Facebook d'ATV Guyane. Les programmes continuent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée sur ATV Guyane.